Mesdames et messieurs, dear friends, dear colleagues. So as Pascal has introduced the system, I'll speak in French, but my slides will be in English. This is just to respect the tradition in the house. So what I wanted to do in a few minutes only is to relate the field of insect studies to this institute, the Institut de France, Académie des Sciences, and also Académie Française. It will be short. Pourquoi je parle? Des fois, c'est plus fort que nous. Hein, quand on... Alors, d'abord, pardon, je vais me mettre ici. But this is, as you said, Pascal, this is the first official meeting, or the second official meeting. So we're trying to invent and to find things out. So, okay, I'll stay here then. So it started, entomology in France started very poorly. And as you can see here, I can't see. Let me turn around. So I'd like to quote from Nicolas Malherbe, who said that humans, les hommes ne sont pas faits pour examiner pendant toute leur vie de petites mouches. On peut avoir de l'amusement en faisant cela si on n'a pas autre chose à faire. C'est ainsi que l'entomologie a commencé en France. Et toute cette opinion était partagée aussi par ce que nous appelons les grands esprits du XVIIIe siècle français, Voltaire, Diderot, et en particulier par Buffon, qui était membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française, et qui a dit qu'une petite mouche ne devrait pas occuper dans la tête d'un naturaliste plus d'espace qu'elle n'occupe dans la nature. Et en fait, la première personne, non, avant ça, laissez-moi juste citer ici Charles Bonnet, qui a fait un traité d'insectologie. À l'époque, il préférait insectologie à entomologie parce que insectologie sonnait, dit-il, plus français que entomologie. C'est un choix. Insecte vient du latin, entomos vient du grec, comme nous le savons tous dans la salle. Et il a dit que la chose suivante. Avant la moitié du XVIIIe siècle, les études sur la nature étaient primairement celles de philosophes. Ce n'était pas à travers l'observation qu'on essayait d'établir les faits, de nouveaux faits, mais à travers l'analyse des textes des anciens, qui étaient universellement considérés comme les seuls dépositaires des secrets de la nature et qui étaient consultés comme des oracles. Alors, tout ceci a changé dans l'entomologie, dans la science française, avec l'arrivée de Réaumur qui est montré ici, fin du XVIIe siècle, début du XIXe, et lui a écrit une histoire des guêpes, en fait, Memoirs to Serve for the History of Insects, et en 6 volumes sur les chenilles, les papillons, les abeilles, etc. Et Réaumur était un observateur exceptionnel. C'était le premier qui a utilisé la microscopie pour ses recherches sur les insectes. Et son motto était « Deus maximus in minimis ». Quand j'ai fait mes études de latin au Luxembourg, nous disions « Natura maxima in minimis ». Mais à l'époque, il était obligé de dire « Deus ». Alors Réaumur est considéré à juste titre comme le père de l'entomologie française. Je passe au moment critique pour toute la biologie, qui était le travail de Linné. Linné a écrit les Systema Naturae, dans lequel il a proposé de faire une distinction, de classifier les animaux, tous les animaux, pas seulement les insectes, en fonction, nous le savons tous dans la salle, en fonction de genre, d'ordre, de genre, et ensuite d'espèces, de nom d'espèces. Ceci était un pas en avant considérable, mais avec pour conséquence de diviser sévèrement le domaine, enfin, les chercheurs qui travaillent en entomologie. Et à partir de ce moment-là, ils se sont un peu séparés en systématiciens ou nomenclaturistes et en naturalistes, qui étaient plutôt les biologistes.
Et cette séparation était fondamentale. Et là, je ne sais pas, nous sommes nombreux dans cette salle à avoir fait des études de biologie, de zoologie, dans mon cas aussi. Et on a senti encore qu'il y avait dans la communauté scientifique, il y avait une distinction entre les biologistes et les systématiciens. Alors, je passe ensuite à Charles de Linné, voici. Ce que j'avais dit, d'Alembert de l'Académie française était contre ces systèmes, et en particulier, il a écrit « Nous ne ressemblons pas à cette foule qui s'occupe de diviser continuellement la production de la nature plutôt que d'étudier les productions elles-mêmes. » Vous voyez, c'est une période assez animée. Et alors, cette période est ensuite suivie par la venue de Latreille. Latreille qu'on peut considérer comme le père ou le fondateur de l'entomologie française moderne. Alors voici Latreille, et lui il écrit une histoire naturelle, générale et particulière des crustacés et des insectes en 14 volumes qui a paru en 1802-1805, et ensuite des considérations générales sur l'ordre naturel des crustacés, des arachnides et des insectes. Latreille avait beaucoup de soucis, c'était un prêtre, et il était pendant la Révolution prêtre réfractaire. Il a été donc arrêté et condamné avec 78 autres prêtres réfractaires et envoyé. L'objectif était de l'envoyer en Guyane. Oui, en Guyane. Cayenne. C'est Guyane, oui. Voilà. Et alors, l'anecdote que j'ai trouvée adorable et terrible en même temps, pendant qu'il était en prison, avant d'être mis sur un bateau, il avait observé dans sa salle, dans sa pièce de prison, un tout petit coléoptère, et il s'est attaché à ce coléoptère. L'espèce, si je ne me trompe pas, était c'est Flavicolis, Neobia flavicolis. Et alors, pendant qu'il faisait ça, le gardien de la prison est venu voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous regardez? Il dit, monsieur, je suis un condamné à mort et j'ai en face de moi un insecte extrêmement rare que j'aimerais étudier. Alors, le gardien de prison est allé dire ça au médecin de la prison. Le médecin de la prison a parlé au chef de la prison, qui était un ancien prêtre réfractaire, mais qui doutait un peu de sa position, et qui l'a libéré. Et comme ça, dans le domaine de l'entomologie, on dit c'est le plus petit insecte qui a sauvé la vie du plus grand entomologiste. Neobia rubicolis. Alors en plus, Latreille, qui a vécu longtemps après cette histoire, puisque vous voyez, il est mort en 1933, donc il a encore survécu pendant 40 ans à cet incident, était le premier occupant de la nouvelle chaire de zoologie des insectes, de zoologie, chaire des insectes, chaire des vers, etc., du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et en particulier en 1832, il a créé la Société entomologique de France, qui a joué un rôle énormément positif dans le développement de l'entomologie dans notre pays, et qui a également bénéficié d'une réputation internationale très forte. Alors, nous passons à la période suivante. Je suis obligé de me tourner parce que je voulais rester dans la salle en bas, mais ça ne colle pas à cause du micro. Alors, nous sommes dans la période de l'expansion de l'entomologie française du XIXe siècle. Et alors là, l'entomologie s'est développée en une science à facettes multiples. À partir de ce moment-là, il y avait, à côté de la systématique et de la morphologie, des études sur le comportement, l'éthologie, la biologie générale, et en même temps commençait l'application de ces connaissances à l'agriculture et à la protection de la santé. Alors là, dans cette période, il y avait toute une série de scientifiques qui s'intéressaient, qui travaillaient, qui faisaient des choses importantes. Parmi ceux-là, bon, il fallait que je fasse des choix. J'ai retenu Théodore Lacordaire, qui a publié et édité l'introduction à l'entomologie, aux métamorphoses externes et internes, la biogéographie entre les années qui sont marquées là. En fait, j'ai retenu Lacordaire parce qu'il m'a touché. C'est le dernier vraiment encyclopédiste, la dernière publication que je mentionne là, encyclopédique, qui couvre intégralement
tous les aspects connus de l'histoire des insectes connus à cette époque-là. À partir de ce moment, c'est à nouveau une césure que ceux d'entre nous qui, avant, fréquentaient des laboratoires de zoologie, ont bien ressenti. L'entomologie descriptive va être le domaine des spécialistes et sera publiée essentiellement dans des monographies et dans des inventaires locaux de faune. Alors, il faut dire un mot de Fabre, bien entendu. Fabre, c'est ce qu'on appelle l'entomologiste enchanteur, qu'on appelle l'entomologiste enchanteur, qui a transmis sa passion pour les insectes à un public très large. Il a édité une dizaine de volumes qui portent le titre de Souvenirs entomologiques, que beaucoup d'entre nous avons lus, et ceux qui ne les ont pas lus peuvent encore les lire et les donner à leurs fils ou leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ça a vraiment stimulé l'enthousiasme de la population française de cette époque et de tous les gens qui lisent encore. Ça a été traduit dans de très nombreuses langues. Et il avait une influence vraiment extrêmement positive sur le grand public. Lire Fabre, c'est éveiller à la nature, a été écrit quelque part, et la science et la littérature lui doivent beaucoup. Et une citation que j'aime beaucoup est celle de Victor Hugo, de l'Académie française, qui a référé à Fabre comme l'Homère des insectes, Homer of Insects. Et alors, nous passons maintenant à Janin, nous approchons de l'évolution présente. Janin était le directeur du laboratoire d'entomologie du Muséum d'histoire naturelle, dont nous avons le directeur avec nous aujourd'hui, et lui travaille beaucoup sur les insectes cavernicoles, beaucoup en rapport aussi avec la Roumanie, et il a fait des travaux à la fois de biologie de systématique, mais aussi de biogéographie. C'est extrêmement intéressant de voir que, il partait de l'idée que les grottes, beaucoup de ces grottes avaient des millions d'années et n'avaient pas changé fondamentalement pendant ces millions d'années. Et il a fait la systématique des cavernicoles et il a pu ensuite faire un rapport avec, à l'époque, il y avait la théorie des continents, etc., avec la dérive des continents. Et donc ça a eu beaucoup de succès puisque cette théorie était au début, elle était assez controversée. Donc Janin, non seulement important entomologiste, mais aussi une œuvre considérable dans d'autres domaines. Et à certains moments, il était indubitablement l'entomologiste le plus influent en France. Et alors il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a écrit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit « Toutes les branches de la biologie tirent leur matériel de l'immense monde des insectes. » Et ce n'est pas totalement faux. Nous allons en reparler dans un instant. Je viens maintenant à Pierre-Paul Grasset, qui n'était pas proprement parlé un entomologiste, mais qui était un zoologiste d'une culture encyclopédique exceptionnelle. Et lui, il avait travaillé sur les termites. Il avait créé une école de termites, dont Charles Noirot en particulier. C'était vraiment Grasset, qui est mort il n'y a pas si longtemps, était certainement à mes yeux le dernier vrai encyclopédiste de la zoologie. Et Grasset, entre autres, est à l'origine du traité de zoologie qui a eu une influence extrêmement importante dans notre pays, était towering figure dans la zoologie française. Et je peux vous confier que j'ai écrit dans ce volume l'appareil circulatoire des insectes et que Pierre-Paul Grasset présidait le jury qui m'a recruté à l'époque au CNRS. Voilà, donc il fallait bien que je monte la photo. Alors, maintenant, en parallèle, il y avait des développements dans ce qu'on aurait appelé l'application, c'est-à-dire tout ce qui touche l'agriculture et la prévention de la santé. Et là, il y a de nombreuses personnes dans de nombreux centres enfance qui ont contribué. Je citerai juste, pour des raisons d'affection, Paul Vessière, qui était un des grands. Il avait la chaire de l'entomologie coloniale, ça existait, puis ça a été, après la guerre, nommé tropicale. Et ensuite, une autre personne qui a eu un grand rôle, Alfred Balakowski, qu'on appelait l'ambassadeur de l'entomologie française parce qu'il a voyagé dans tous les pays. Et donc Balakowski et tous ces gens étaient membres de l'Académie des sciences. Balakowski, d'ailleurs, a laissé un prix, le prix Balakowski, et M. Nel, qui est avec nous dans la salle, a eu ce prix il y a quelques années.
Alors, ensuite, je voudrais mentionner Constantin Vago, qui a vraiment développé la virologie des insectes dans notre pays, qui avait un rôle international considérable et à qui nous sommes très redevants, nous, de la génération suivante. Et alors, il y a eu, comme souvent, il y a eu un moment d'éclatement, un moment qui a changé beaucoup de choses. C'était Vincent Wigglesworth, que j'ai encore la chance de connaître, qui a publié en 1939 d'abord et ensuite plusieurs éditions la physiologie, les principes de la physiologie des insectes. Alors c'est basé sur des expériences qui sont illustrées ici. Là, il prend de Rhodnius, dont il coupe les têtes et les met ensemble par parabiose. Ils survivent et ce sont des animaux alors à 12 pattes cette fois-ci. Et vous pouvez, ce qu'il pouvait suivre, c'était la date à laquelle il prenait le premier insecte pour le coller au deuxième et l'influence sur le développement, sur la reproduction, etc. C'est des travaux fantastiques sur l'endocrinologie qui ont ouvert à la physiologie des insectes et je dirais l'entomologie, un nouveau monde. Et donc, on a, à partir de ce moment-là, étudié l'influence du système endocrine, du système nerveux, sur le comportement de la génétique, etc. C'est une nouvelle frontière en entomologie qui a été créée à ce moment-là et qui a induit énormément de vocations, dont celle de mon patron Pierre Joly, qui était un élève de Grasset que vous venez de voir, et qui a aussi donc, influencé les travaux, beaucoup de nos travaux de notre laboratoire. Et alors, je voudrais maintenant faire un épilogue, et l'épilogue où je dis simplement des choses que vous savez tous dans la salle, mais bis repetita placent, que disaient les anciens. Donc, au sens classique. Et ça, je parle un peu de mon cœur, parce que j'ai vécu beaucoup des périodes récentes, pas l'attrait, bien sûr. Mais il y avait un moment, dans les années 60, quand je suis venu dans l'université française, il y avait un moment où il y avait une forme de mépris pour l'entomologie, au sens où nous la connaissions, et tout était en fait était poussé vers le développement de la biologie moléculaire. Et cette période a pris fin. Et cette période était, et ceci grâce à toute une série de nouvelles avenues, comme je dis ici, notamment la biodiversité, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, les stress environnementaux, la lutte contre les ravageurs, contre les transmetteurs, les vecteurs de maladies, etc., qui ont fait, surtout avec les techniques actuelles de biologie moléculaire, ont fait que l'entomologie a repris vraiment une place qu'elle avait plus ou moins perdue. Et d'autre part, comme l'a dit Jana déjà, le monde des insectes a donné de fantastiques systèmes modèles. Et même avant Jana, Thomas Morgan avait mis en évidence les potentiels d'insectes comme la drosophile pour trouver des réponses à des problèmes biologiques fondamentaux. Pardon. Et alors, Pascal Cossard et moi, it's the end. Nous exprimons notre espoir que cette réunion va donner un momentum significatif pour les études des insectes, que ce soit dans l'esprit enchanteur de Fabre ou dans les essais sophistiqués de contrôle biologique des insectes ou de modèles des études en cancer. Aujourd'hui, la drosophile sert beaucoup pour les études en cancer, en neurobiologie, vous le savez. Et la liste est infinie. Je vous remercie pour votre attention.